Alors, dans cette capsule-ci, on va aller regarder un MRUA très particulier, qui est celui de la chute libre des corps. On expliquera un peu plus tard que bon, la force de gravité est une force en 1 sur R carré, mais quand les objets sont proches de la surface terrestre, ils subissent tous la même accélération qui est 9,81 mètres par seconde carré, évidemment dirigé vers le sol, vers le centre de la Terre. On va donc étudier ce MRUA particulier qui est de très grande importance et ça va nous amener à la fin, on va couvrir les sections 3.8 et 3.9 du manuel, ça va nous amener à la fin, en parlant du plan incliné, à découvrir un bonhomme absolument formidable qui est Galilée, qui est vraiment au départ de la méthode scientifique appliquée, donc à l'entrée de l'ère moderne. Galilée a été un des premiers à dire qu'il ne fallait pas se contenter de lire les livres d'Aristote ou de lire les commentaires sur les livres d'Aristote. Il fallait aller dans la nature, il fallait aller vérifier, et il nous a dit que la nature parle en langage mathématique. Alors, je vais me tourner vers les diapositives. OK, alors ce qu'on va appeler la chute libre, c'est un mouvement qui soit vers le haut, vers le bas, il y a toujours la même accélération vers le bas. On a un axe des Y positif vers le haut. Dans ce système-là, la gravité est toujours négative, donc vers le bas. On va voir un moins GT arriver dans nos équations. Si on se rappelle les équations du MRUA telles qu'on les a ici, elles vont demeurer les mêmes, mais le A va être, et le X va devenir un Y. Le plus AX va devenir moins GT, parce que ça va toujours être vers le bas. Ici, le 1 demi AT carré va devenir moins 1 demi GT carré. Et ainsi de suite. Ici, ça serait moins G. Pour le reste, tout est identique. Or, on a donc un mouvement d'accélération. Imaginons une balle qui est en train de monter, ben, elle va perdre de la vitesse parce que l'accélération est vers le bas, donc elle va décélérer jusqu'à atteindre un point où elle va être à vitesse nulle, mais l'accélération continue d'être vers le bas, donc à partir de ce moment-là, la balle va retomber en gagnant de plus en plus de vitesse. Or, on va regarder la démonstration de deux choses importantes, que le temps, si une balle part d'une certaine hauteur, le temps de montée va être égal au temps de descente. On va également valider que la vitesse au retour va être égale à la vitesse qu'on avait au départ. Et vous savez déjà que l'énergie cinétique d'un corps, 1 demi mv carré, ben, est reliée à la vitesse. Donc, lorsque la balle part, elle a une énergie cinétique, elle va la perdre, elle va avoir zéro énergie cinétique au sommet, mais au retour, va avoir de nouveau la même vitesse et par conséquent la même énergie cinétique. Ce qui nous amènera, dans le dernier module, à dire si l'énergie cinétique est conservée à l'aller comme au retour, il faut qu'en haut, elle ait été conservée sous une autre forme, qu'on appellera l'énergie potentielle. Alors, je vais faire un petit détour vers des solutions, vers des démonstrations que je vous ai faites. Alors, nous y voilà. J'ai ici une démonstration. On va démontrer que le temps de montée est égal au temps de descente. Ce qui caractérise le point le plus haut, qu'on va appeler le Y max, ben c'est qu'à ce moment-là, la vitesse en Y est nulle. On va servir de cette équation-là pour trouver le temps de montée. Donc, au sommet, on a vitesse 0, c'est la vitesse initiale, moins GT, le TM, c'est le temps de montée. On isole, le temps de montée est V0Y. On va avoir besoin de trouver à quoi le Y max est-il égal pour pouvoir démontrer le temps, pour pouvoir calculer le temps de descente.
Ben, on va se servir de notre équation bonbon. Au sommet, la vitesse à y max, elle est nulle. Donc, moins v0y au carré, moins 2g, delta y. Le y, c'est le y max, moins le y initial. Et avec ceci, on isole le y max comme étant égal à v0y sur 2g. Or, maintenant, on va regarder le temps que ça prend pour partir de y max et revenir à y égale 0, qui va être notre temps de descente. Donc, on veut que y soit égal à 0. Notre y0, ben, c'est le départ, c'est le y max que j'ai écrit ici. En haut, au moment de repartir, la vitesse est 0, moins 1 demi g t. Td, qui est le temps de descente, on isole le temps de descente, on trouve qu'il est V0Y sur G, et ça, ben, c'était notre temps de montée. On vient donc de démontrer que le temps de montée est égal au temps de descente. Alors là, je vais vous mettre en garde. Si vous voulez utiliser cette idée-là dans un problème, dans un examen, par exemple, et me dire, ben, le temps de montée est égal au temps de descente, ben, vous allez devoir me le démontrer vous-même. On ne doit pas utiliser ce résultat-là sans l'avoir démontré. Je vous le démontre parce qu'en faisant ça, je vous montre aussi les genres de manipulation algébrique qu'on va avoir constamment à faire. En retournons à nos démonstrations. Cette fois-ci, on va vouloir montrer que la vitesse au sol, quand on revient, est égale à la vitesse de départ. Ben, la vitesse au sol, ça va être la vitesse finale, celle qu'on cherche, est égale à V0Y quand on est parti du haut, du point le plus haut, donc à Y max, moins GT. Le temps de descente va être donné par VFY moins GT. Le temps de descente, on a dit qu'il était égal à V0Y sur G. Et on vient de montrer que la vitesse au retour va être égale à la vitesse qu'on avait au départ. Or, ceci, on va s'en resservir dans le dernier module quand on va arriver à utiliser le fait que l'énergie cinétique a été conservée dans le voyage aller-retour de cet objet. Or, je vais couvrir rapidement un exemple 3.7 et un exercice pour voir un peu comment appliquer les équations de la chute libre, du MRUA de chute libre. Alors, l'exemple 3.7, qui est en page 77 de votre manuscrit, on va aller le regarder. Bon, quelqu'un lance une balle à partir d'une hauteur initiale vers le haut avec une vitesse initiale de 10 mètres secondes. Le Y0 est de 1,35 mètres. Quelle est par rapport au sol la hauteur maximale, Y max? Quelle est la vitesse lorsque la balle passe à 3 mètres par rapport au sol? Et après combien de temps la balle touche-t-elle au sol? Ce qu'on veut dire par cette dernière question, c'est le temps total du parcours à partir de la main de Sam jusqu'au retour au sol. Alors, on va aller regarder la solution que je vous en ai préparée. L'exemple 3.7, bon, le schéma général, on part d'un Y0 avec une vitesse initiale. Il y a un Y max, là où la vitesse va être 0, et l'accélération est toujours de 9,81 mètres secondes carrés vers le bas. On nous demande quel doit être Y max. Ben, la caractéristique, c'est qu'à Y max, la vitesse instantanée est nulle. Or, on applique notre équation bonbon, notre seul inconnu, c'est Y max, et on trouve immédiatement la réponse. On nous demande la vitesse de la balle à 3 mètres. Bon, on écrit notre équation VY carré moins V0Y carré moins 2G Y moins Y0. Le Y0, c'est toujours le 1.0. Et on met 3 parce qu'on veut savoir la vitesse Y lorsque Y est égal à 3. On isole et on trouve que VY peut avoir deux valeurs. La racine carrée, donc plus ou moins 8,22 mètres par seconde. Et l'idée, c'est que justement, la balle passe deux fois à 3 mètres, une fois en montant et une fois en descendant. On a donc deux vitesses, une vitesse positive, plus 8,22, une vitesse négative. Le temps pour revenir à Y égale 0,
Ben là, une chose que je tiens à vous dire, on aurait tendance à dire, bon, on va aller calculer le temps que ça prend pour monter, après ça, le temps que ça prend pour descendre. Pas besoin. On peut se fier à nos équations, elles sont bonnes. Alors, on part de y0, 1,35, avec la vitesse initiale positive plus 10 mètres secondes, et on regarde le temps que ça prend pour que notre équation donne 0. Le y qu'on attend, on regarde le temps qu'il faut mettre dans l'équation de la position pour que y soit égal à 0. C'est une équation quadratique en temps et on trouve deux possibilités, plus 2,17 secondes et moins 0,127 secondes. Et évidemment, on regarde seulement le temps positif. Je vais aller regarder un autre exemple avec vous, un autre exercice qui est le problème 49 en page 86 de votre manuscrit. Bon, alors ici, on voit Sophie se trouve au 3e étage d'un édifice, Mathieu se trouve au sol. Mathieu lance une balle vers le haut à 15,50 mètres secondes, à partir d'une hauteur de 1,40 mètres. 0,5 secondes plus tard, Sophie lance le ballon vers le bas à 1,50 mètres secondes. Elle est alors à 11 mètres et on demande à partir d'à quelle hauteur les objets vont-ils se rencontrer, quelles seront leurs vitesses. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Donc, le schéma. Sophie est à 11 mètres. Elle lance une balle avec une vitesse initiale de 1,5 mètres par seconde. Mathieu lance une balle à partir d'un Y0 qui est, on le verra plus tard, 1,40 mètres avec une vitesse initiale de 15,5. Bon, on se rappelle, la définition d'une rencontre, c'est d'être à la même valeur, la même position en même temps. Alors, on écrit l'équation pour le ballon de Sophie, son Y0, son V0 fois le temps, moins 1 demi G, le temps de Sophie au carré. On fait la même chose pour la balle de Mathieu, son Y0, son V0, son temps, etc. Et là, on voit qu'on a une équation à deux inconnus. On a le temps de Mathieu et le temps de Sophie. Ça nous prend donc une deuxième équation. Bon, ici, ce qu'il faut bien voir, je vais l'écrire, la deuxième équation, c'est que le temps de Sophie est égal au temps de Mathieu moins 0,5 secondes. OK, alors ici, c'est important de bien comprendre. On a une équation à deux inconnus, ça prend une deuxième équation. Deux inconnus, deux équations. Maintenant, supposons que je donne le chronomètre à Mathieu. Lorsqu'il lance sa balle, il part son chronomètre. C'est seulement 0,5 secondes après que Sophie lance son ballon. Donc, en tout temps, le ballon de Sophie aura toujours été 0,5 secondes de moins de temps en l'air par rapport à la balle de Mathieu. D'où notre équation pour le temps de Sophie, c'est le temps de Mathieu moins 0,5. Or, on réintroduit tout ça, on change le temps de Sophie pour temps de Mathieu moins 0,5. Là, on a une équation, une seule inconnue. On ouvre les parenthèses, tout ça, et on voit que les GT carrés vont s'annuler. À la fin, on va isoler que le temps de Mathieu est de 0,754 secondes. On peut trouver à quel endroit les balles se rencontrent. C'est à 10,3 mètres. Maintenant, on nous demande, on aurait pu mettre ça dans l'équation pour Sophie, mais on aurait pris 0,750 moins 0,5 et on aurait trouvé 10,3 mètres. On nous demande quelles sont les vitesses des deux balles. Ben, on prend notre équation fondatrice du MRUA, qui est V égale V0 plus AT, mais ici, le A est égal à moins G, moins 9,81. Alors, on met ça dans le temps, le temps de Sophie, c'est 0,754 moins 0,5, ou on le fait pour la vitesse de la balle de Mathieu. On trouve que la balle de Mathieu est en montée à 8,10 mètres secondes, la balle de Sophie est en descente à moins 4 mètres par seconde. Or, ceci nous donne les grandes idées, les grandes méthodes pour... C'est un MRUA.
La seule chose, c'est que l'accélération, c'est moins 9,81 mètres par seconde au carré. Le moins est déjà là, tient compte du fait que la gravité est vers le bas par rapport à notre système de coordonnées Y qu'on a mis positif vers le haut. Alors, je reviens au diapo, on va passer à la section 3.9. Dans la section 3.9, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui arrive si, au lieu que le corps soit libre de descendre en ligne droite, donc à G égale 9,81 mètres secondes carrés, si on le laisse descendre sur un plan incliné, on voit que le corps n'est pas libre de se déplacer à la verticale, il doit suivre le plan incliné. La composante de l'accélération, ça va être cette qui est le long du plan, ça va être la composante de G qui est opposée à l'angle, ça va être G sinus θ. Alors, si vous prenez un tout petit angle, au lieu d'avoir 9,81 mètres secondes carrés comme accélération, vous pouvez avoir beaucoup moins, de sorte que vous allez être en mesure de voir ce qui se passe. Et ça a été l'idée de génie de Galilée pour essayer de valider, de vérifier ce qu'Aristote avait dit depuis le début, que les corps suivaient leur tendance naturelle à tomber vers le centre de la Terre et que les corps plus massifs tombaient d'autant plus vite. Il a voulu le valider, mais la gravitation, le 9,81 mètres secondes carrés, c'est une grande accélération. À cette époque-là, on n'avait pas d'horloge, on n'avait rien. Alors, ce qu'il a pensé à faire, c'est le plan incliné pour réduire la valeur de G. Et là, je vais aller avec vous prendre quelques minutes pour regarder un DVD où on va nous parler de ce grand génie, mais très fin expérimentateur qui a trouvé ce truc-là. Et c'est en anglais, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est un plan incliné. Comme il n'y avait pas d'horloge, ben, ce que Galilée a pensé à faire, c'est d'utiliser une sonnerie. On va voir une balle descendre et accrocher des sonnettes. Et pour être sûr que le rythme se fait de façon constante, pour qu'il y ait le même temps en deux sonneries, il a fallu que Galilée pense à déplacer les petites sonnettes, les petites clochettes. Vous allez voir, pourquoi a-t-il fait ça? On n'avait pas d'horloge, mais l'oreille, lui, son père était un fabricant d'instruments de musique et lui-même, Galilée, connaissait la musique, il savait que l'oreille est un instrument très fin pour détecter les variations de rythme. Et en faisant cette expérience-là, il redécouvre la loi du 1,5 GT carré pour l'espace. Alors, on va regarder cette vidéo-là qui est assez fantastique. Malheureusement pour vous, c'est en anglais. Mais ça vaut la peine. Car ends up going twice as fast. But Galileo found that this is all wrong. He discovers, first, that a freely falling object falls with a constant acceleration. And second, that all objects fall with exactly the same acceleration. We might call this pair of facts the law of free fall. So what do I mean by constant acceleration? In constant acceleration, as you fall, your velocity increases with time. As an equation, we'd write that v equals a times t, where v is the falling velocity, a is the acceleration, which remains the same, and t is the time since you started falling. So for freely falling objects near the Earth, a is about 10 meters per second squared. And as time passes, as t in our equation increases, your velocity, v, becomes greater and greater. And the acceleration a tells us how much faster you go each second. So that tells us how fast you fall, but how far do you fall? Remember, each second you fall faster, so you cover more distance. So here is Galileo's formula for the distance covered during constant acceleration. X equals 1/2 times a times t squared, where x is the distance fallen, and a is the acceleration, and t is the time. Notez ici que le professeur
parle de distance. Donc, c'est un module, c'est une grandeur, d'où la raison pour laquelle il n'utilise pas le moins 9.81. Il parle seulement d'une distance. Time since you started falling. Well, we've written down a couple of equations. Let me say something about them. An equation is not just a handy formula for working homework problems. That is useful, and we will occasionally use them for that. But equations are much more. They express meaning, a lot of information in a small package. Equations are the haiku poetry of physics, an elegant idea crystallized in a few symbols. And equations are also very useful tools for reasoning. If you actually read the books of the early pioneers of mechanics, Galileo and Newton in particular, you will find surprisingly few algebraic equations. They liked to express their ideas in words, geometric diagrams, and proportions. They tended to write in the style of a geometry book, like Euclid's Elements. And truth to tell, it is sometimes hard to figure out exactly what they are saying. Equations, believe it or not, can be easier. We will not depend too much on the equation. This is nothing like a graduate level course in gravitational physics. It will be possible to follow along just by skipping all the math. But that would be a little like attending the symphony, but hearing only half the music. So I encourage you to invest a little time and effort to hear the rest. In the case of the equations of uniformly accelerated motion, there is a lovely way to appreciate their meaning more fully. This is an old demonstration that I saw in the Museo Galileo. Though Galileo himself did not build it, it is based on his writings, and it shows how he figured out accelerated motion. In the apparatus, a ball rolls down an inclined track. This was one of Galileo's experimental tricks. The free fall of a body was simply too quick for him to do measurements. And anyway, he had no very precise way to measure short periods of time. The ball on the sloping track still accelerates uniformly, Galileo realizes, but with a much lower acceleration. So spaced along the track are several hoops that the ball rolls through, and on each hoop is mounted a little bell. The ball rings each bell as it passes. Now the hoops are not evenly spaced. Numerically, the distance from the starting point to each hoop is a series of squares, 1 unit, 4 units, 9 units, 16 units, and so on. The spaces between the hoops, in other words, keeps getting wider. Now, according to our acceleration equations, a rolling ball with a constant acceleration will ring the bells at equal time intervals. As the distances between the hoops widens, so the speed of the ball also increases. Galileo could not measure very short times accurately, but anyone who has any musical training, as Galileo certainly did from his father, knows that the human ear can detect rhythm very precisely. So when we hear the bells ring with a fixed, steady beat, despite the fact that the hoops get farther and farther apart, we are actually making a very precise test of the hypothesis that the ball has constant acceleration as it moves down the track. The equations and the experiment make a beautiful music together. And this... Bon, on revient. On va terminer cette capsule-ci à ce moment-ci. Galilée, c'est un des grands, immenses personnages de l'histoire des sciences. Notamment, c'est en fait lui qui a découvert l'utilisation d'un pendule pour mesurer le temps. On en reparlera éventuellement. OK, on va se laisser ici. Les prochaines capsules porteront sur le chapitre 4. On va passer en 2 dimensions et réessayer le MRU, le MRUA en 2 dimensions.